Sophia Loren. Ce nom seul est un poème. Il n'évoque pas simplement une actrice, il évoque une époque révolue, un torrent d'images en technicolor qui déferle dans l'imaginaire collectif. On y voit le glamour insensé de l'âge d'or d'Hollywood, une beauté méditerranéenne si parfaite, si sculpturale, qu'elle semble avoir été taillée par les dieux eux-mêmes. On y voit une icône de sensualité brute, une force de la nature qui n'a jamais eu besoin de s'excuser d'être femme. On la revoit, riant aux éclats avec son âme sœur de cinéma, Marcello Mastroianni, dans un mariage à l'italienne. On la revoit, défiant du regard les plus grandes stars américaines, leur volant la vedette avec une aisance déconcertante. On la revoit, bouleversante, recevant un Oscar historique qui a fait trembler les colonnes du temple hollywoodien. C'est l'image immuable, éternelle, d'une femme qui a tout désiré, tout risqué, et tout conquis. Mais cette image, aussi éclatante et vraie soit-elle, n'est qu'une façade. Une pellicule de film soigneusement montée qui ne raconte, en réalité, que la moitié de l'histoire. Car aujourd'hui, à l'aube de ses 90 ans, derrière les hauts murs de sa villa silencieuse de Genève, se déroule un drame intime, une réalité bien plus sombre, bien plus fragile. Une histoire tissée de solitude, de douleurs physiques incessantes et des fantômes d'un passé que même des décennies de gloire n'ont jamais réussi à totalement exorciser. La déesse de l'écran, la survivante de la guerre, la lionne indomptable, est aujourd'hui confrontée à son dernier rôle, le plus impitoyable de tous. Celui d'une femme frêle, luttant contre les ravages du temps, loin, si loin des applaudissements assourdissants et des flashs crépitants des photographes. Dans cette vidéo, nous allons faire ce que personne n'ose faire. Nous allons délicatement, mais avec honnêteté, tirer le rideau de velours rouge sur la légende. Nous n'allons pas simplement vous raconter la vie de Sophia Loren. Nous allons vous la faire ressentir. Nous allons vous faire partager la faim tenaillante qui a tordu ses entrailles d'enfant, la brûlure du scandale d'un amour interdit qui a failli la broyer, l'humiliation glaciale d'une cellule de prison, et la terrible, la dévastatrice chute qui, tout récemment, a menacé de mettre un point final brutal à son incroyable saga. Préparez-vous à plonger dans le chapitre final, le plus poignant et le plus secret, de l'une des toutes dernières véritables étoiles d'Hollywood. Son histoire est une leçon de courage. Et si vous pensez, comme nous, qu'elle mérite d'être racontée avec respect et profondeur, un simple pouce levé est le plus bel hommage que vous puissiez nous aider à lui rendre. Pour comprendre la femme qu'elle est devenue, cette forteresse de dignité et de mélancolie, il faut remonter le temps. Il faut remonter bien avant les paillettes, bien avant la gloire, et atterrir dans les décombres fumants et la misère poisseuse de l'Italie en pleine Seconde Guerre mondiale. Nous sommes le 20 septembre 1934. Sofia Villani-Cicolone pousse son premier cri. Pas dans une luxueuse maternité au milieu de draps blancs immaculés, mais dans la salle de charité d'un hôpital pour indigents à Rome, la Clinica Regina Margherita. Elle est, dès sa naissance, marquée au fer rouge par la société. Elle est une enfant de la honte. Une bastarda, une illégitime. Un stigmate indélébile dans l'Italie ultra-conservatrice et fasciste de l'époque. Son père, Riccardo Cicolone, est un ingénieur issu d'une famille de petite noblesse, un homme séduisant, charmeur, mais totalement fuyant. Il refuse d'épouser sa mère, Romilda Villani. Romilda est une femme à la beauté spectaculaire, une professeure de piano dont la ressemblance frappante avec Greta Garbo lui avait valu de gagner un concours pour être le sosie officiel de la star en Italie. Mais ses propres rêves d'actrice à Cinecittà ont été brisés. Riccardo lui fera un deuxième enfant, sa sœur Maria, mais ne l'épousera jamais. Il ne leur donnera que son nom, et encore, à contre-cœur, et disparaîtra. Ce père absent sera le premier fantôme de la vie de Sophia. Une blessure originelle, un vide abyssal qu'elle passera toute son existence à essayer de combler, cherchant inconsciemment sa validation, sa sécurité, dans le regard des hommes et l'adulation des foules. Des décennies plus tard, au sommet de sa gloire, elle paiera son propre père une somme colossale, non pas pour qu'il la reconnaisse elle, mais pour qu'il donne légalement son nom à son fils, Carlo Ponti Jr. Une transaction froide, douloureuse, pour acheter la respectabilité qu'il lui a toujours refusée. Romilda, le cœur en miettes mais la volonté de faire, une lionne prête à tout pour ses petites, retourne avec son bébé dans sa ville natale, Pozzuoli. Une petite ville portuaire près de Naples, vibrante, chaotique, mais bientôt plongée au cœur de l'enfer de la guerre. Pozzuoli abrite une importante usine de munitions et une académie navale,
ce qui en fait une cible stratégique de premier plan pour les bombardiers alliés. C'est là, dans ce décor de carte postale qui va se transformer en brasier, que la jeune Sofia va grandir. Et grandir, sous les bombes, est un combat de chaque instant, une négociation permanente avec la mort. La guerre, pour elle, n'est pas un concept abstrait. C'est le hurlement strident des sirènes, jour et nuit, qui déchire le silence. C'est la course folle pour atteindre l'abri, souvent le tunnel sombre et humide du chemin de fer. C'est la terre qui tremble sous les explosions, les bâtiments qui s'éventrent dans un nuage de poussière et de cris. Et surtout, c'est la faim. Une faim omniprésente, lancinante, qui creuse l'estomac, donne des vertiges, et obsède chaque pensée. « Je n'ai pas oublié la faim, dira-t-elle. Le pain était noir, dur comme de la pierre. Il n'y avait rien d'autre. » Des décennies plus tard, installée dans le luxe, elle avouera garder une peur panique de manquer, une incapacité à jeter la moindre nourriture. La misère de la guerre a forgé son caractère, mais l'a aussi marqué d'une peur indélébile. La petite Sofia est alors une enfant chétive, presque maladive. Une silhouette frêle, effacée, que ses camarades de jeu, et même sa propre famille, surnomment avec une cruauté enfantine Stekito. Le petit bâton. Le cure-dent. Elle est si maigre qu'on lui voit les os sous la peau. Personne, absolument personne, ne pourrait alors deviner la créature voluptueuse et solaire qui sommeille en elle, attendant son heure. L'ironie est cruelle, la future icône mondiale de la sensualité féminine, le symbole de la mamma italienne pulpeuse, a grandi en ayant honte de sa maigreur, en rêvant de forme, en rêvant de manger à sa faim. La famille survit grâce à l'ingéniosité et au courage des femmes. Sa grand-mère, Luisa, une matriarche au caractère bien trempé, transforme le salon de leur petit appartement surpeuplé en un pub clandestin. Un lieu de vie et de musique au milieu du chaos. Romilda, la mère de Sofia, qui a dû sacrifier ses propres rêves d'actrice sur l'autel de la maternité et de la guerre, y joue du piano, des airs mélancoliques qui rappellent un monde perdu. Sa tante y chante des airs napolitains poignants. Le public? Des soldats américains. DG.IS après le débarquement allié, cherche un peu de réconfort, un verre d'alcool frelaté et l'illusion d'un foyer loin du front. La jeune Sofia, à peine adolescente, trop timide pour parler, trop jeune pour servir, fait la plonge dans une bassine d'eau froide et débarrasse les tables. C'est son premier contact, humble et silencieux, avec le monde du spectacle. Elle observe. Elle absorbe tout. Elle apprend que pour survivre, il faut parfois donner un spectacle, même quand le cœur n'y est pas. Un jour, lors d'un raid aérien particulièrement violent, alors que la famille court se réfugier dans le tunnel, la petite Sofia trébuche dans la panique et le noir. Une douleur fulgurante, un cri. Un éclat d'obus vient de lui entailler profondément le menton. Le sang coule, mêlé à la poussière et aux larmes. La cicatrice, encore visible aujourd'hui si l'on regarde attentivement ses portraits, est un rappel permanent. Un mémorial de chair qui lui rappelle que la vie est fragile, que tout peut basculer en une seconde, et que la beauté peut parfois naître de la plus profonde des douleurs. C'est dans ce creuset de pauvreté, de bombardements et de chaos que le caractère de Sofia Loren s'est forgé. Une détermination d'acier trempé. Une volonté de s'en sortir qui la dévore de l'intérieur. Dans le silence de l'abri, elle se fait une promesse d'enfant, une promesse silencieuse et féroce. Elle ne connaîtra plus jamais la fin. Jamais. Puis, l'adolescence arrive, et avec elle, une métamorphose quasi miraculeuse. Le petit bâton s'efface. La nourriture est revenue. Le corps de Sofia s'épanouit avec une générosité qui stupéfie tout son entourage. En quelques mois, elle devient une jeune femme aux formes spectaculaires. Sa beauté devient une évidence, une arme, un passeport pour un autre monde. Sa mère, Romilda, qui n'a jamais totalement renoncé à ses rêves de gloire, voit en sa fille une seconde chance, la réincarnation de ses ambitions brisées. À seulement 15 ans, en 1949, elle la pousse à s'inscrire au concours de beauté reine de la mer. Avec les derniers sous de la famille, elles achètent des billets de train pour Rome. Romilda confectionne une robe de soirée à partir de vieux rideaux roses. Sofia, timide et gauche, défile devant un jury d'hommes. Elle ne gagne pas, mais elle est repérée. Cette première expérience lui donne le courage de s'inscrire, l'année suivante, en 1950, au plus prestigieux des concours, Miss Italia. Pour l'occasion,
Sofia Villani-Cicolone devient Sofia Lazaro. Un nom de scène pour une nouvelle vie. Elle ne remporte pas la couronne, mais elle fait sensation. Sa beauté est si atypique, si puissante, que le jury, décontenancé, crée un titre spécialement pour elle, Miss Eleganza. Plus important encore, elle attire l'œil. Et pas n'importe lequel. Dans le jury se trouve un homme qui va changer le cours de sa vie de manière irréversible, le producteur Carlo Ponti. Ce chemin vers la gloire, qui semble si fulgurant avec le recul, fut en réalité une ascension lente, ardue et semée d'embûches. Après le concours, Sofia et sa mère s'installent à Rome avec le peu d'argent gagné. Elles vivent dans une précarité constante, partageant un appartement minuscule avec d'autres aspirantes actrices. Sofia enchaîne les petits boulots. Elle devient une reine des fumetti, ces romans photos très populaires à l'époque, où elle joue des rôles de femme fatale pour quelques lires. Elle s'inscrit à des cours de comédie, et décroche des rôles de figuration, souvent non crédités. Elle est une esclave dans la superproduction américaine Quo Vadis, une silhouette anonyme perdue dans la foule. Mais Carlo Ponti, le producteur de 37 ans, de 22 ans son aîné, un homme puissant et respecté dans le milieu du cinéma italien, n'a pas oublié Miss Eleganza. Il la convoque dans son bureau. Il la trouve magnifique, mais brute. Il lui suggère de se faire refaire le nez, qu'il juge trop long, et d'affiner ses hanches, trop larges. La jeune Sofia, du haut de ses 16 ans, le regarde droit dans les yeux et refuse. « Signor Ponti, lui dit-elle, si vous voulez de moi, c'est comme ça, ou rien. » Stupéfait par ce mélange d'innocence et d'aplomb, Ponti cède. Il a compris qu'il n'avait pas affaire à une starlette ordinaire. Il la prend sous son aile. Il devient son mentor, son guide, son Pygmalion. Il lui fait signer un contrat. Il lui trouve les meilleurs professeurs pour corriger son accent napolitain, jugé trop populaire, trop vulgaire pour les grands rôles. Il lui apprend à se maquiller, à s'habiller, à marcher avec assurance. Il la force à lire les grands classiques. Il façonne la jeune fille de Pozzuoli en une future star internationale. C'est lui qui américanise son nom, de Lazaro à Lorraine. Mais leur relation, intense et quotidienne, dépasse rapidement le simple cadre professionnel. Sofia, qui a grandi sans l'ombre d'une figure paternelle, trouve en Carlo une stabilité, un roc, une autorité bienveillante. Il est l'antithèse de son père biologique. Il est présent, il la protège, il croit en elle. Carlo m'a donné un ancrage, une stabilité qui m'ont permis de garder les pieds sur terre alors que tout s'accélérait autour de moi, confiera-t-elle. Et Carlo, de son côté, marié à Giuliana Fiastri et père de 2 enfants, tombe éperdument, dangereusement, amoureux de cette jeune femme dont la beauté sauvage cache une âme profonde et une intelligence vive. Leur amour, cependant, est un amour impossible, un amour maudit. Carlo Ponti est un homme marié. Et dans l'Italie des années 50, ultra-catholique et conservatrice, le divorce est non seulement illégal, mais il est considéré comme un péché mortel, un crime contre la société et contre Dieu. Pour le monde entier, Sofia n'est qu'une maîtresse ambitieuse, une briseuse de ménage sans scrupules qui a volé un mari à sa femme. C'est le début d'un long, très long combat. Une guerre d'usure contre les conventions sociales, la presse à scandale et même l'État italien. En 1954, grâce à Ponti, elle obtient enfin son premier rôle marquant dans L'Or de Naples du maître Vittorio de Sica. C'est une révélation. Elle y joue une vendeuse de pizza exubérante, terrienne, pleine de vie, un rôle qui lui colle à la peau. Le public italien l'adopte instantanément. La même année, elle partage pour la première fois l'affiche avec celui qui deviendra son partenaire de cinéma fétiche, son alter ego masculin, son frère d'âme, le grand Marcello Mastroianni, dans Dommage que tu sois une canaille. Leur alchimie est immédiate, une évidence qui crève l'écran et qui durera plus de 12 films, créant l'un des couples les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Mais l'Italie, avec ses carcans moraux, devient trop petite pour son ambition. Hollywood lui fait les yeux doux. En 1957, elle est choisie pour jouer dans Orgueil et Passion, une superproduction tournée en Espagne. Ses partenaires sont 2 des plus grandes stars de la planète, Frank Sinatra et Cary Grant. C'est là que le conte de fées romantique et compliqué avec Ponti se transforme en un drame cornélien. Cary Grant, l'incarnation même de l'élégance, du charme et de la distinction hollywoodienne, a 53 ans. Elle en a 22. Ils tombent follement, désespérément,
amoureux de la jeune Italienne. Il la couvre de fleurs, de cadeaux, de mots doux. Il lui parle de sa propre vie malheureuse, de ses échecs matrimoniaux. Il voit en elle une authenticité, une joie de vivre qui le fascine. Et il la demande en mariage. Pour Sofia, le dilemme est atroce, une véritable torture psychologique. D'un côté, il y a Carlo Ponti, l'homme qui l'a découverte, qui la protège, son roc, mais qui est toujours marié et dont l'avenir est plus qu'incertain. Il représente son passé, ses racines, mais aussi le scandale. De l'autre, il y a Cary Grant. Une légende vivante, la porte d'entrée vers une vie de rêve à Hollywood, un homme libre, respecté, qui lui offre tout sur un plateau d'argent. Il représente un avenir simple et glorieux. Je savais au plus profond de moi que ma place était aux côtés de Carlo. Il était mon port d'attache, écrira-t-elle dans son autobiographie. Mais il était terriblement difficile de résister au magnétisme d'un homme comme Cary, qui me disait être prêt à tout abandonner pour moi. Imaginez la pression insoutenable sur les épaules de cette jeune femme de 22 ans, à peine sortie de la misère. Elle doit choisir entre deux mondes, entre la loyauté et la passion, entre un amour tortueux et un rêve accessible. C'est un choix qui définira le reste de son existence. Que auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous choisi la sécurité de l'amour qui vous a construite, ou la passion fulgurante avec l'idole du monde entier? Laissez-nous votre avis sincère dans les commentaires. Pendant qu'elle est en proie à ce doute, Carlo Ponti, sentant qu'il est en train de la perdre, abat sa carte maîtresse. Depuis l'Espagne, où Sofia tourne, il lui annonce par téléphone qu'il a réussi à obtenir un divorce au Mexique, par procuration. Et que, dans la foulée, il a organisé leur mariage, également par procuration. Le 17 septembre 1957, Sophia Loren devient Madame Ponti sans même avoir été présente à son propre mariage. La nouvelle fait l'effet d'une bombe à Hollywood. Cary Grant a le cœur brisé. Il vient sur le plateau le lendemain, le visage défait, mais réagit en gentleman. Il lui souhaite d'être heureuse, et chose rare à Hollywood, restera son ami fidèle jusqu'à sa mort. Mais pour Sofia et Carlo, les vrais ennuis ne font que commencer. Le Vatican, furieux de cet affront, refuse de reconnaître le divorce mexicain. En Italie, leur mariage est considéré comme nul et non avenu. Pire, Carlo Ponti est officiellement accusé de bigamie. Et Sofia, de concubinage illégal. Ils sont excommuniés par l'Église catholique. C'est une honte publique, une mort sociale dans l'Italie de l'époque. La presse italienne, d'une violence inouïe, se déchaîne. Elle n'est plus la fierté de Naples, elle est la pécheresse, la voleuse de mari, la prostituée de luxe. Le couple est traqué, vilipendé, insulté dans la rue. Ils deviennent des parias dans leur propre pays. Pendant 5 longues années, ils vivent dans une sorte de limbe juridique, ne pouvant ni se séparer, ni être véritablement ensemble aux yeux de la loi italienne. Ils sont contraints à l'exil, ne pouvant retourner en Italie sous peine d'être immédiatement arrêtés. C'est une période de grande souffrance, mais cette épreuve, terrible, va souder leur couple comme jamais. Ils sont seuls contre le monde entier. C'est dans ce contexte de tourmente personnelle, alors qu'elle est au plus bas, qu'elle est vilipendée par son propre pays, qu'elle va livrer la performance de sa vie. Celle qui la fera entrer dans la légende. En 1960, son mentor Vittorio De Sica lui propose le rôle de Césira dans La Ciociara, la paysanne aux pieds nus. Le rôle, initialement prévu pour la grande star du néoréalisme, Anna Magnani, est celui d'une mère veuve qui tente de protéger sa fille adolescente des horreurs de la guerre dans la campagne italienne. Magnani, sentant le rôle lui échapper, aurait suggéré avec mépris que Loren serait meilleure pour jouer la fille, pas la mère. Mais De Sica tient bon. Il a vu en Sofia une profondeur que personne d'autre n'avait vue. Pour Sofia, ce n'est pas un rôle de composition. C'est son histoire. C'est l'histoire de sa mère, Romilda. Elle puise dans ses propres souvenirs d'enfant, dans la peur, la faim, la fuite. Elle se débarrasse de tout glamour, de tout artifice. Elle est Césira. Sa performance est d'une vérité bouleversante, d'une intensité animale. La scène du viol collectif de la mère et de la fille par des soldats alliés, des goumiers marocains, dans une église en ruine, est d'une violence et d'un réalisme si insoutenable qu'elle laissera l'actrice et toute l'équipe de tournage en état de choc pendant des jours. Elle a tout donné. Elle a puisé au plus profond de sa propre douleur. Le film est un chef-d'œuvre absolu.
Il triomphe au Festival de Cannes où elle reçoit le prix d'interprétation féminine. Et en 1962, l'impensable se produit. Sophia Loren est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice. Personne à Hollywood ne croit en ses chances. C'est une nomination de courtoisie, pense-t-on. Jamais, dans toute l'histoire de l'Académie, une actrice n'a remporté la précieuse statuette pour un rôle dans un film en langue étrangère. Le soir de la cérémonie, submergée par l'anxiété, elle refuse de faire le déplacement à Los Angeles. Elle est persuadée qu'elle s'évanouirait si, par miracle, elle gagnait. Elle reste chez elle, à Rome, en peignoir, trop nerveuse pour dormir, à attendre. Le téléphone sonne. C'est Cary Grant. Sophia, lui dit-il, tu as gagné. Ils ont annoncé ton nom. Elle n'y croit pas. Elle pense qu'il lui fait une blague pour la consoler. Mais non. C'est un séisme. Elle a réussi. L'enfant de la guerre, la bastarda de Pozzuoli, la briseuse de ménage excommuniée, est sacrée meilleure actrice du monde. 25 ans après avoir esquivé les bombes, elle a conquis le monde. C'est la revanche ultime. Sa performance a brisé la barrière de la langue, elle a brisé tous les plafonds de verre. C'est l'un des plus grands moments de l'histoire du cinéma. Après l'Oscar, elle est au sommet du monde. Elle est la reine. Elle enchaîne les films, alternant avec une intelligence rare les superproductions hollywoodiennes, la chute de l'Empire romain, El Cid, et les films d'auteurs italiens qui lui tiennent à cœur, notamment avec Mastroianni, Hier, Aujourd'hui et Demain, Mariage à l'italienne. Elle devient un sex-symbole planétaire, mais un sex-symbole avec une âme, une profondeur, une intelligence que beaucoup d'autres n'ont pas. En 1966, après près d'une décennie de batailles juridiques et d'exil, Sofia et Carlo trouvent enfin une solution à leur situation kafkaïenne. Ils renoncent à leur citoyenneté italienne. Ils deviennent citoyens français. En France, le divorce mexicain de Carlo est enfin reconnu. Ils peuvent enfin se marier légalement, sans crainte, lors d'une cérémonie discrète à Sèvres, près de Paris. Le scandale est enfin derrière eux. Sofia peut enfin aspirer à une vie normale, et à réaliser son plus grand rêve, celui qui l'obsède plus que n'importe quel rôle, devenir mère. Mais là encore, le destin, décidément cruel et implacable, se met en travers de son chemin. La maternité, qui semble si naturelle pour tant de femmes, devient pour elle une obsession, une quête douloureuse et solitaire. Elle subit plusieurs fausses couches, toutes plus traumatisantes les unes que les autres. Chaque grossesse est une lueur d'espoir immense, suivie d'une terrible et sombre déception. La presse à scandale s'en mêle, spéculant sur son incapacité à être une vraie femme. Elle se sent incomplète, comme si tous les Oscars et toute la gloire du monde ne pouvaient combler ce vide immense en elle. Refusant d'abandonner, elle se tourne vers des traitements de fertilité expérimentaux et très coûteux en Suisse, sous la direction du professeur Hubert de Watteville. Finalement, elle tombe enceinte. Mais la grossesse est à très haut risque. La seule solution pour la mener à terme est de rester alitée. Totalement. Pendant 9 mois. Pour sa première grossesse, elle s'enferme dans une chambre d'hôtel à Genève, ne se levant que pour aller aux toilettes. Une prison dorée. Mais elle tient bon. En 1968, à 34 ans, elle donne enfin naissance à son premier fils, Carlo Ponti Jr. 4 ans plus tard, en 1973, elle réitère le même sacrifice, 9 mois d'alitement complet, pour donner naissance à son second fils, Eduardo. Ils sont ses miracles. Ses véritables chefs d'œuvre. Mais Oscar, dira-t-elle. Elle ralentit alors considérablement sa carrière pour se consacrer entièrement à eux. Elle veut leur offrir ce qu'elle n'a jamais eu, une enfance stable, aimante et protégée, avec un père présent. Elle devient une mamma italienne traditionnelle, une louve qui veille sur ses petits loins des projecteurs et de la folie d'Hollywood. Elle leur cuisine elle-même des pâtes et veille à leur éducation, refusant de les laisser devenir des enfants de la balle gâtée. Elle a enfin la famille qu'elle a toujours désirée. Mais les fantômes du passé ne sont jamais très loin. Au milieu des années 70, le gouvernement italien, qui ne leur a jamais vraiment pardonné leur affront aux bonnes mœurs et leur exil fiscal, devenu nécessaire à cause de leurs problèmes juridiques, lance une vaste enquête contre le couple Ponti. On les accuse de fraude, d'avoir exporté illégalement des capitaux et des œuvres d'art. C'est une véritable campagne de dénigrement en règle. De nombreux biens sont saisis. En 1982, l'affaire atteint son paroxysme. Sophia Loren est condamnée.
Pour une erreur, une omission dans sa déclaration de revenus datant de plusieurs années, portant sur une somme que ses avocats jugent dérisoire, environ 7 000 $, elle est condamnée à 30 jours de prison ferme. Le monde entier est sous le choc. Voir cette icône mondiale, cette déesse du cinéma, traitée comme une criminelle de droit commun et envoyée derrière les barreaux est surréaliste. Elle aurait pu se battre, faire appel depuis la France ou les États-Unis. Mais elle choisit, contre l'avis de tous, de purger sa peine en Italie. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce harcèlement. Elle se présente elle-même à la prison pour femmes de Caserte, près de Naples. Elle passe 18 jours en détention. L'expérience est une humiliation terrible, une épreuve psychologique extrême. Elle partage sa cellule avec des détenus de droit commun. Le monde entier a les yeux rivés sur cette prison. Mais elle traverse l'épreuve avec la même dignité, la même force de caractère qui l'ont toujours définie. Elle lit, elle écrit, elle refuse tout traitement de faveur. Des décennies plus tard, en 2013, la Cour de cassation italienne la blanchira complètement, reconnaissant que les accusations étaient totalement infondées et que c'était l'État qui lui devait de l'argent. Mais la cicatrice, une fois de plus, reste. L'humiliation d'avoir été traitée comme une voleuse dans son propre pays. Cette force de caractère, cette capacité à endurer l'humiliation avec une telle grâce, n'est-ce pas là sa plus grande performance? Si vous êtes d'accord, si vous admirez cette résilience, un simple like pour Sofia est un geste qui compte. Les années 80 et 90 la voient devenir plus sélective. Elle n'a plus rien à prouver. Elle lance avec succès sa propre ligne de lunettes, devenant une femme d'affaires avisée. Passionnée de cuisine, cet héritage direct de sa grand-mère et un antidote psychologique aux années de faim, elle publie plusieurs livres de recettes qui deviennent des best-sellers. Elle s'engage aussi corps et âme dans des causes humanitaires, devenant une très active ambassadrice de bonne volonté pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle qui a connu la guerre, la faim et l'exil, elle sait mieux que personne ce que signifie tout perdre. En 1995, elle fait un retour comique remarqué et triomphal dans Les Grincheux 2, Grimpier-Holmen, aux côtés des légendes Walter Matthau et Jacques Lémon. Le public est ravi de retrouver son énergie, sa joie de vivre et son timing comique impeccable. Elle prouve qu'elle peut être drôle, sexy et pertinente, même à 60 ans passés. Puis, le 10 janvier 2007, le pilier de sa vie, l'architecte de son destin, s'effondre. Carlo Ponti, son mari, son mentor, son protecteur, son seul et unique amour, décède à l'âge de 94 ans, à Genève. Ils ont passé près de 50 ans ensemble, une éternité à l'échelle d'Hollywood. C'est la fin d'une époque, la perte de son port d'attache, de son ancre. Elle est absolument dévastée. Quand je repense à ma vie, dit-elle, submergée par l'émotion, je suis parfois surprise que tout soit réellement arrivé. La perte de Carlo la laisse face à une nouvelle forme de solitude, la plus cruelle de toutes, celle du veuvage, après une vie entière passée en équipe. Elle ne se remariera jamais. Il était impossible d'aimer quelqu'un d'autre, dira-t-elle simplement. Elle trouve un certain réconfort auprès de ses fils et de ses 4 petits-enfants, qui deviennent le centre de son univers. Elle s'installe définitivement à Genève, dans sa grande et belle maison où elle cultive amoureusement son jardin. Ses journées sont simples, presque monacales, rythmées par de longues promenades, la lecture, les appels vidéo quotidiens avec sa sœur Maria. Elle est une légende vivante, mais elle est avant tout une grand-mère, une nonna, qui s'émerveille de la beauté de ses petits-enfants, même s'ils vivent loin, en Californie. On aurait pu penser, et on l'aurait compris, que sa carrière était définitivement derrière elle. Mais c'était sans compter sur la passion inextinguible qui l'anime toujours. En 2020, à l'âge de 86 ans, elle accepte de sortir d'une retraite de 10 ans pour jouer le rôle principal dans La vie devant soi, La vita davanti a sé. Un film poignant, une prise de risque incroyable, réalisé par son fils cadet, Eduardo. Elle y incarne Madame Rosa, une ancienne prostituée et survivante de l'Holocauste qui recueille un jeune immigré sénégalais dans son appartement de Bari. Le rôle est incroyablement exigeant, physiquement et émotionnellement. Une fois de plus, elle est méconnaissable, sans phare, le visage nu marqué par les épreuves de son personnage et de sa propre vie. Sa performance est d'une sobriété et d'une puissance qui bouleverse la critique mondiale. Le monde redécouvre non pas la star, mais l'actrice, immense, intacte, peut-être même plus grande encore avec l'âge. Pour ce rôle, elle reçoit un prix David di Donatello,
l'équivalent italien des Césars, près de 60 ans après son Oscar. La boucle est magnifiquement bouclée. Elle a prouvé, à son fils et au monde, qu'elle était toujours là. Tout semblait indiquer une fin de vie apaisée, une retraite dorée et méritée, ponctuée de quelques apparitions triomphales dans des festivals où elle était accueillie comme une reine. Elle était devenue un parangon de résilience, une inspiration vivante sur la manière de vieillir avec grâce, dignité et pertinence. Mais le destin, décidément, n'en avait pas fini avec elle. Le pire, l'épreuve la plus insidieuse, la plus injuste, était encore à venir. En septembre 2023, une semaine seulement après avoir célébré son 89e anniversaire, la nouvelle tombe. Elle est brutale, choquante. Sophia Loren a fait une très grave chute dans sa salle de bain, dans sa maison de Genève. L'accident est d'une extrême sévérité. Elle souffre de multiples fractures, notamment à la hanche et au fémur. L'opération est inévitable et doit être pratiquée d'urgence. Pour une femme de son âge, une telle chute, un tel traumatisme, peut être fatal. Le monde retient son souffle. Ses fans, qui la voyaient comme un roc indestructible, sont sous le choc. L'opération se passe bien, mais le chemin de la convalescence s'annonce long, ardu et douloureux. Ses deux fils, Carlo Junior et Eduardo, accourent à son chevet. La femme qui a traversé le XXe siècle avec une énergie inépuisable, la survivante de tant de batailles, est désormais clouée au lit, dépendante des soins 24 heures sur 24. Les communiqués de sa famille se veulent rassurants, mais la réalité est là implacable. La rééducation est intensive, chaque petit mouvement est une victoire remportée de haute lutte contre la douleur. C'est là que se trouve la profonde et poignante tristesse de la vie de Sophia Loren aujourd'hui. Ce n'est pas la tristesse de l'échec, car sa vie est un triomphe absolu sur l'adversité. C'est la tristesse universelle et inéluctable de la condition humaine. La tristesse de voir un corps, autrefois célébré dans le monde entier pour sa force et sa beauté, devenir une source de souffrance et une prison. La solitude d'une grande maison, où les souvenirs des rires, de l'amour de Carlo, des fêtes, se heurtent au silence pesant de la convalescence. La conscience aiguë que le temps, finalement, gagne toujours la partie, même contre les légendes les plus tenaces. Alors que l'année 2024 avance, le monde admire Sophia Loren non seulement comme une icône éternelle du cinéma, mais comme un exemple de courage face à l'adversité finale, la plus injuste de toutes. Elle qui a survécu à la faim, à la guerre, au scandale, à la prison, se bat aujourd'hui, avec la même détermination farouche, pour simplement pouvoir remarcher sans aide. Elle a dit un jour, « J'ai grandi pendant la guerre, et la seule chose à laquelle nous rêvions était de survivre jusqu'au lendemain. » Aujourd'hui, son combat a changé de nature, mais c'est la même force vitale, la même rage de vivre qui l'anime. Car l'étincelle, ce feu sacré qui a illuminé les écrans du monde entier, ne s'est pas éteinte. En réfléchissant à sa célébrité durable, elle a un jour affirmé « Ce n'est pas une question de beauté extérieure, mais de ce que je ressens à l'intérieur. De ma sécurité et de mon bonheur. » Cette force intérieure, cette chaleur humaine qui a captivé des générations de cinéphiles, est toujours là, intacte, peut-être même plus brillante encore dans la pénombre de l'âge. C'est cela, le véritable et impérissable héritage de Sophia Loren. Une leçon de vie magistrale qui nous dit que la vraie beauté ne réside pas dans un visage parfait ou un corps sculptural, mais dans la capacité infinie à se relever après chaque chute. Même la plus dure, la plus injuste, la plus douloureuse. Que pensez-vous de ce destin exceptionnel, de cette force de la nature? Quel est le film de Sophia Loren qui vous a le plus marqué et pourquoi? Partagez vos pensées et vos souvenirs dans les commentaires ci-dessous. L'histoire de Sophia Loren est une source d'inspiration et une leçon de courage. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains portraits de légendes qui ont façonné notre monde. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt dans la prochaine vidéo.